journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Les 3 juges récemment nommés par ordonnance présidentielle du 17 juillet dernier à la Cour constitutionnelle prêtent serment ce mercredi 21 octobre au Palais du Peuple. L'annonce a été faite hier par le protocole du président de la République. Dossier Minembwe, le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu, Loi Banji, Loi Singabo, vient de démentir le propos tenu par le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, Azaria Sourouberois, au Parlement devant les députés. Marie-Olive Lembe Kabila poursuit son séjour dans la partie est de la RDC en mission humanitaire. La présidente de l'ASBL Initiative Plus est arrivée dans les territoires de Walongo en compagnie de quelques notables. Après le titre, place au développement. Les 3 juges récemment nommés par ordonnance présidentielle du 17 juillet dernier à la Cour constitutionnelle prêtent serment ce mercredi 21 octobre au Palais du Peuple. L'annonce a été faite hier lundi par le protocole du président de la République qui a publié le programme officiel de la cérémonie de prestation des serments de membres de la Haute Cour. En effet, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat n'attendent pas, selon certaines sources, participer à cette cérémonie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pendant qu'il y a discordance de vues entre le FCC et le CACH sur la nomination et les prestations, la prestation plutôt des serments de 3 juges de la Cour constitutionnelle, votre rédaction interpelle la classe politique congolaise sur la jurisprudence et le mauvais précédent public. Sami Bosongo vous décline l'interpellation de votre rédaction. Toute la levée de bouclier autour de la nomination et de la prestation des serments de 3 juges de la Cour constitutionnelle relève de l'indélicatesse et de l'irresponsabilité de la classe politique congolaise. Loin des réactions et des points de vue partisans des uns et des autres, distants par rapport aux incidences fâcheuses possibles de cet énième combat entre le FCC et les CACH sur un cas au sujet duquel la Constitution et la loi organique portant statut de magistrat de la Cour constitutionnelle sont limpides et clairs, évoluant sur l'orbite de l'interpellation de la classe politique sur la jurisprudence et le précédent politique. Nous ne nous attardons pas sur la victoire ou l'échec de l'un ou l'autre camp, car les visées politiques inavouées ont tendance à l'emporter sur toute orthodoxie et toute objectivité politique et juridique. Une attitude motivée par les perspectives électorales pour 2023 et servie par la croyance qu'être incisif dans ces réparties suffit à donner des victoires politiques. Les sciences politiques et le droit n'étant pas à leur début, l'on se demande si on doit faire jurisprudence en s'appuyant sur des cas antérieurs très controversés. N'est-ce pas qu'opérer de cette façon prouverait qu'on n'est pas différent de ce qu'on a critiqué hier et qu'on s'expose aux critiques similaires et à l'opposition identique de la part de ceux qui vont voir les choses de la même façon qu'ils soient par le passé? N'est-ce pas que l'argutie de la jurisprudence constitue un mauvais précédent politique qui pourra encore soulever des vagues dans les générations politiques futures? Le devoir et l'éclectisme seraient somme toute d'éviter de donner raison à ceux qui estiment que celui qui contrôle la Cour constitutionnelle peut tripoter à souhait la Constitution pour des finalités politiques inavouées. Dans un autre sujet, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Royaume d'Espagne et de la République hellénique en République démocratique du Congo ont été reçus hier par la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzeza, pour présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Alice Kabango. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Royaume d'Espagne et de la République hellénique en RDC ont été reçus lundi 19 octobre 2020 par la ministre des Affaires étrangères Marine Toumba-Nzeza. Carole Robles Fraga et Caroline Ekaliop Penny sont venus présenter à la chef de la diplomatie congolaise le copie figurée leurs lettres de créance. Il faut noter que aucune déclaration n'a été faite par les 2 diplomates accrédités en RDC à
l'issue de ces réceptions. Signalant par ailleurs que les lettres de créance est un document officiel qu'un chef d'État ou du gouvernement signe et confie à l'ambassadeur qu'il vient de nommer afin que ce dernier remette au chef d'État du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères du pays hôte. Dossier Minembwe, les explications du ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Rouberois, ont soulevé une vive réaction des députés au sortir de la plénière du lundi 19 octobre à l'Assemblée nationale. Stella Achema. Affaire Minembwe, après l'intervention du ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Rouberois, qui a répondu à la question orale avec débat initié par le député Moindo Nzangi au sujet de l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Les députés nationaux ont réagi contrairement aux réponses du ministre. Que j'ai posé des questions très précises au ministre, mais il se peut que les réponses qu'il a données ne soient pas en train de satisfaire les députés. C'est pour cela que vous trouvez que dans les répliques qui sont données, les députés sont en train de démontrer point par point que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge, mensonge sur mensonge. C'est la démocratie qui est en train d'être exprimée. C'était important que le ministre vienne à l'Assemblée nationale pour donner des explications claires par rapport à l'interpellation qui a été faite par notre collègue. Nous avions tous vu la clameur publique qui a fait que aujourd'hui le ministre se retrouve ici pour s'expliquer. C'est parce que tout simplement les gens n'ont pas compris sur base de quoi il s'est retrouvé là-bas. Et petit à petit, je pense que nous sommes en train de comprendre qu'il y a aussi certaines choses qui se passent à l'est de la République, mais commanditées par des personnes qui sont ici. L'interpellation, c'est une demande d'explication. Le ministre est venu se justifier sur la question principale. La question principale était l'installation de la commune de Minembwe un certain lundi le 28 septembre 2020. Mais quand j'ai suivi le débat, c'est vrai, la question est sensible, la question est nationale. Ça nous touche, nous tous. Ce n'est pas seulement Minembwe, mais il y a aussi d'autres communes, d'autres agglomérations, d'autres villes qui posent ce problème. Et c'est ainsi que moi j'ai demandé aux estimés collègues de s'en tenir au texte. C'est-à-dire, l'objet de l'interpellation, ce n'était pas la création. Aujourd'hui, point n'est question de parler de la création de la commune de Minembwe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, j'avais vérifié tous les actes posés, la création de la commune de Minembwe est légale sur le plan de droit. Pour certains, il faut une commission d'enquête parlementaire pour s'enquérir non seulement du cas de Minembwe, mais aussi d'autres entités pour en décider en toute responsabilité. Installation du bourgmestre dans la commune de Minembwe, les ministres provinciaux de l'intérieur du Sud Kivu, Luabanji Luasingabo, tient à fixer l'opinion sur la contre-vérité survie aux députés nationaux par le ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Rouberois, au Parlement devant les députés. Ramazani Saloumou. Le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu, qui se séjourne à Mwenga dans le sud du Sud Kivu, dénonce de contre-vérités au sujet de l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Après les réponses du ministre Rouberois devant les élus nationaux le lundi 19 octobre, alors que le ministre de la décentralisation dit les autorités provinciales qui ont procédé à cette installation et qu'il n'y est pour rien. Le ministre Luabashi Luasingabo révèle que la demande venait bel et bien de lui, Rouberois notamment. C'est le ministre d'État, ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois Maniwa, qui a, alors que nous étions à table la nuit de notre arrivée à Minembwe le 27 septembre 2020, demandé au gouverneur de province de procéder à l'installation du bourgmestre de cette commune rurale. C'était en présence du ministre de la Défense nationale. Le gouverneur de province a objecté poliment en relevant les caractères suffliants de cette installation, étant donné que le bourgmestre est
était déjà en fonction depuis février 2019. Le gouvernement provincial que dirige le gouverneur Teyongwa Biche n'a été investi que le 10 juin qui est plus et cette activité ne figurait pas sur son agenda au départ. Le ministre d'État est revenu à la charge le lendemain matin, tout comme la communauté Banyamulenge au cours de l'entretien que cette dernière a eu avec le ministre de la Défense nationale, écrit Lwabashi dans un communiqué de presse. Enfin, pour Lwabashi, la tendance pour le ministre d'État à vouloir se défoncer sur le gouvernement provincial du Sud Kivu est une façon pour lui de refuser d'assumer ses responsabilités devant Dieu et devant la nation. Face à une délégation des élèves du lycée Bolingani venus revendiquer l'effectivité des cours, Willy Bakonga, ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a rassuré au nom du gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, de répondre aux défis de l'EPST pour le bon pilotage du processus de la gratuité de l'enseignement de base. Les jeunes élèves du lycée Bolingani étaient nombreuses dans la rue la journée du lundi 19 octobre pour porter haut leurs revendications concernant la non-effectivité des cours depuis la rentrée des classes de l'année scolaire 2020-2021. Les ayant rencontrés, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a tendu l'oreille à ces jeunes filles tout en rassurant les parents, les élèves, les enseignants ainsi que les chefs d'établissement de l'engagement constant et indéfectible du président de la République à pouvoir relever le défi de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ensuite, Willy Bakonga a pris part à un dialogue à cœur ouvert avec les syndicats des enseignants et des élèves pour apporter plus de lumière sur les problématiques soulevées. Le patron de l'EPST condamne la manipulation des écoliers avant de rassurer de la prise en charge à la fin du mois d'octobre de 58 000 enseignants NU du primaire et de l'ouverture de la commission paritaire avec le banc syndical. Notez que depuis la rentrée scolaire 2020-2021, le 12 octobre dernier, les cours ne sont toujours pas dispensés dans certains établissements concernés par la gratuité des frais décrétée par le chef de l'État. Dans un autre registre, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, est sortie de son silence pour évoquer la situation politique de l'heure. Lors d'un point de presse tenu lundi, les prélats catholiques craignent que le manigance politique pour contrôler la CENI et l'absence du consensus sur les réformes électorales conduisent à un autre glissement. Liévin Lozolo. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a, au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 19 octobre 2020 et animée par son secrétaire général, l'abbé Donatien Chollet, dénoncé les manigances pour contrôler la commission électorale nationale indépendante CENI. Les princes de l'Église disent craindre que cette situation puisse conduire au glissement, c'est-à-dire à la non-tenue des élections générales prévues en 2023 en République démocratique du Congo. L'obsession du pouvoir pour les pouvoirs porte à confisquer la souveraineté du peuple congolais. Autrement, comment expliquer tant de manigances pour les contrôles de la CENI et l'absence de consensus autour des réformes électorales qui présagent un glissement de plus, s'est interrogé la SENCO. Les évêques catholiques ajoutent à cela les fléaux du tribalisme et les conflits communautaires, souvent fomentés et exacerbés par les mêmes auteurs politiques qui sacrifient les compétences et la méritocratie dans la gestion de la chose publique au profit des intérêts partisans. Pour rappel, la désignation des membres du bureau de la CENI est loin de faire l'unanimité au Congo. Intériné par l'Assemblée nationale comme président de cette institution d'appui à la démocratie, Ronsard Malonda est contesté par plusieurs forces politiques et sociales du pays, dont l'Église catholique. S'agissant des réformes électorales avant la tenue des prochaines élections, rien n'a été encore concrètement décidé au niveau du Parlement. Cependant, une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale a été déposée par le groupe des 13 à l'Assemblée nationale que dirige Janine Mabunda. En province, évasion ce mardi à l'aube à la prison centrale de Kangwayi, de Beni au Nord Kivu. Plus de 900 détenus sur les 100 qui l'hébergeaient. Cette prison ont pris la fuite et la plupart de ces évadés sont du mouvement ADF.
La ville de Beni, dans la province du Nord Kivu, se réveillait ce mardi 20 octobre sous la mauvaise nouvelle de l'évasion survenue à la prison centrale de Kagwayi avec 900 prisonniers enfouis, dont la plupart sont miliciens du mouvement rebelle Alliance Democratic Force, ADF en sigle. D'après les sources concordantes, cette évasion spectaculaire a été facilitée par une nouvelle attaque perpétrée par les ADF venus en surnombre, munis des groupes électrogènes, des postes à souder, marteaux, barres de mine et autres outils pour briser toute la sécurité du centre carcéral. Un fort dispositif sécuritaire a été déployé sur les lieux et sur ses environs pour tenter de mettre la main sur ces fugitifs. Dans l'entretemps, l'autorité administrative de la ville de Beni demande à la population de coopérer afin de retrouver certains de ces évadés qui se cachent encore dans la ville. Seuls 110 détenus sont volontairement restés dans la prison. Dans l'actualité également, le ministre d'État en charge de la communication et médias, Jolino Makelele, informait aux auditeurs des programmes TNT qu'ils ont jusqu'à 72 heures pour présenter leur dossier au secrétariat général du ministère, faute de quoi, indique le ministre, les chaînes non en règle seront déconnectées. Alice Kabango. Le ministre d'État en charge de communication et de médias, David Jolino Makelele, a annoncé l'expiration du moratoire accordé aux auditeurs de programmes TNT afin de se conformer à la réglementation. Le patron de médias congolais demande aux responsables de ces entreprises de presse de déposer dans le 72 heures au secrétariat général leur dossier pour vérification et dispositions utiles. Selon Jolino Makelele, les dossiers doivent contenir le preuve de paiement de la DGRAD, l'avis favorable de la coordination nationale de la migration vers TNT, l'avis conforme à l'ANER, le récépissé à l'autorisation d'exploitation, le cahier de charges et l'acte de prise d'acte du ministère de la communication et médias. David Jolino Makelele prévient que, de passer ce délai de 3 jours, son ministère procédera à l'opération de déconnexion de chaînes non en règle, émettant dans tout le bouquet public et privé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a été saisi par les deux juristes Alain Ikala et Chris Chemichi pour avoir de lumière sur la traçabilité de la taxe perçue pour l'éclairage public à travers la ville. C'était lors d'une correspondance lui parvenue hier lundi 19 octobre. Ce dernier font observer aux premiers citoyens de Kinshasa l'absence de l'éclairage public, faisant remarquer que certaines artères sont totalement dans le noir. Les deux juristes, Alain Ikala Ngunda et Christ Chematsi, soutiennent que la population paye à travers les factures d'électricité émises par la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle et la taxe sur l'éclairage public, qui s'avère être une taxe provinciale au regard de l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts. Selon eux, à chaque paiement des taxes sur l'éclairage public, la province bénéficie d'une somme de 250 000 $ américains par mois. Si 1 million de Quinois payent 500 francs par mois au titre de taxes sur l'électricité, cela constitue des recettes de l'ordre de 500 millions de francs congolais, soit l'équivalent de 250 000 $ américains par mois au profit de la province. Alain Ikala et Chris Chemati appellent le gouverneur Jean-Tini Ngobila à trouver la solution efficace et pérenne à ce problème. Je le disais en titre, Marie-Olive Lembe Kabila poursuit son séjour dans la partie est de la République démocratique du Congo. En mission humanitaire, la présidente de la SBL, Initiative Plus, est arrivée le week-end dernier dans le territoire de Walungu en compagnie de quelques notables, notamment Basengezi Norbert, Olive Moudekereza et les autres. Regardez. La salve des bains de foule marque les activités de Marie-Olive Lembe Kabila depuis le début de sa mission humanitaire au Kivu. Ce dimanche 18 octobre, dans le territoire de Walungu, en compagnie des notables Norbert Basengezi, Olive Moudekereza, pour ne citer que ces députés-là, elle y délivre un message de paix. Dans le village de Mugogo, Marie-Olive Lembe Kabila fait un autre triomphe. Ici, le temps s'est arrêté à son passage. Elle découvre par la suite un chantier complètement à l'abandon depuis 7 ans, faute de moyens financiers. La construction de la paroisse de Mugogo n'a connu aucune avancée.
Le curé, larmes aux yeux, sollicite le soutien de Marie-Olive Lembe Kabila pour parachever cette œuvre. Le même souhait est exprimé par les fils du terroir. Elle a dit, c'est prochainement, il faut y venir, inaugurer rapidement, voir l'inauguration. Ça sera un monument pour les catholiques et pour toute la communauté, les chrétiens. Donc la contribution de la première dame honoraire, Olive Lembe Kabila, sera la bienvenue et ça va soulager. À Walungu Centre, Marie-Olive Lembe Kabila invite la population à faire confiance en Dieu avant de faire cette prière. Baba uliye juu mbinguni, hatuna lolote kama nguvu ya kuweza kupata solution enyewe tunahitaji, walakini tunakuja mbele yako. Ni wewe ndiye Mungu wa wafungwa, wewe ndiye Mungu wa justice, wewe ndiyo baba yetu uliye juu mbinguni. Ulituambia ya kwamba hatuwezi kukuomba samaki ukatupatia nini. Très endurante, elle fait les 4 kilomètres à pied pour atteindre le domicile de Mwami de la chefferie d'Engwesh, Pierre Ndatabaye. La dernière visite de Marie-Olive Lembe remonte à 14 ans. Les photos souvenirs sont passées en revue à un autre moment d'émotion. Je suis très heureux que aujourd'hui elle a eu cette occasion finalement de signer dans notre livre d'or, parce que la première fois qu'elle est passée ici chez nous, il y a exactement au jour le jour 14 ans. Le Mwami Ndatabaye offre un terrain de près d'un demi-hectare à l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires. Marie-Olive Lembe Kabila s'y est rendue pour la pose de la première pierre. À l'hôpital général de Walungu, elle libère une centaine de patients retenus pour insolvabilité. Infatigable, motivée et déterminée, la passion de Marie-Olive Lembe Kabila est de redonner le sourire à ceux qui en manquent. On va parler sport dans ce journal. Après 5 jours de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, les premières tendances sont notées. Quelles sont les équipes, les attaques et les défenses qui font parler d'elles? Qu'en est-il des buteurs et des équipes nouvellement promues? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Sami Bosongo. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1 en était à sa 5e journée dimanche 18 octobre avec les clubs qui jusque-là a joué le plus grand nombre de matchs, l'AS Maniema Union. Mais il se trouve que le Lubumbashi Sport et AC Rangers n'ont joué qu'un seul match chacun. Une situation qui peut préjudicier certains clubs si la Lena Foot ne veille pas à ce que tous les clubs évoluent parallèlement sous le rapport du nombre de matchs livrés de façon à éviter des mécontentements en cas d'arrêt du championnat pour l'un ou l'autre cas de force majeure. Les premières tendances, même si les débuts n'annoncent toujours pas la fin, ont été notées et bien des faits portent à croire que cette édition sera très élevée et pourrait se solder par des surprises. L'un des clubs promus à la Vodacom Ligue 1, à savoir les FC Blessing, enchaîne de belles prestations qui montrent qu'il n'est pas venu distribuer les 3 points aux habitués de la Vodacom Ligue 1. Il reste toutefois à juger ces clubs après sa rencontre avec l'AS Vita, le DSMP, Sanga Balende, l'AS Maniema Union ou le FC Renaissance. Les équipes qui se mettent en évidence sont l'AS Maniema Union, l'AS Vita et le FC Renaissance. Rien d'étonnant donc si ces 3 équipes forment la triade de la tête dans le classement provisoire. Sanga Balende réussit son périple katangais, non sans faire disparaître la piètre image qu'il a renvoyée de lui à la fin de l'édition passée. La grande déception vient du champion en titre, le tout-puissant Mazembe, en crise de 3 points après 2 rencontres livrées, avec une attaque qui cherche encore ses marques de noblesse. Après, à en croire les observateurs, le départ du buteur attitré Jackson Mouleka pour le Standard de Liège. Le DSMP a surpris les observateurs, battant le FC Renaissance en forme en ce début de championnat, malgré la sanction de la FIFA qui pèse sur lui. Il reste à voir si le DSMP s'est remis de cette sanction et qu'il a appris de son mauvais début lors de ses prochaines prestations, dont les classicos en vue contre le tout-puissant Mazembe. Du côté des buteurs, des athlètes s'affichent déjà comme Dak Kabangu du DSMP 4 buts, qui est suivi de Lucien Lamond et Sangabaren de 3 réalisations. La meilleure attaque est celle du FC Renaissance avec 7 buts marqués, suivi de celle de l'AS Maniema Union, 6 buts.
Le tout-puissant Mazembe FC Blessing ont jusqu'ici les meilleures défenses avec 0 but encaissé. Attendons voir ce que sera la suite. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Le survol des sites d'information de ce vendredi 20 octobre s'ouvre avec forumdesas.org qui s'interroge sur le budget 2021 sous le titre RDC avec un budget de 6,8 milliards de dollars pour 2021, les 86 milliards de dollars américains promis en campagne électorale inaccessibles. Sous les sous-titres à la traîne des pays africains moins nantis, le site écrit qu'en observant ce qui se passe dans d'autres pays africains, on se rend à l'évidence que la RDC est à la traîne de plusieurs d'entre eux, même les plus petits. Citant des exemples, le site questionne: que manque-t-il à la RDC pour faire mieux? Poursuivons avec RadioCapi.net qui a communiqué sur l'insécurité en RDC dont les conséquences sont telles que des villages du Roumou deviennent désertés à la suite de la recrudescence de l'insécurité. Le site onusien renseigne à ce sujet qu'après l'incident meurtrier survenu le samedi 17 octobre au marché de bétail à la suite d'une mésentente entre deux ethnies dans la région sur la route nationale numéro 27, plusieurs villages du territoire se vident de leurs habitants, citant les cas d'Engalula 1 et 2, Mangiva, Marabo, Maïndiba, ainsi que le chef-lieu du territoire à Irumu Centre. DeskEco.com renseigne que le gouvernement a rétrocédé aux provinces et entités territoriales décentralisées et TD 842 millions de dollars américains à fin septembre 2020, soit un taux d'exécution de 56,1%. C'est en payant les rémunérations et le fonctionnement des institutions selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Fin de cette revue de presse, à demain pour une nouvelle édition. Voilà, on passe au rappel des titres. Les 3 juges récemment nommés par ordonnance présidentielle du 17 juillet dernier à la Cour constitutionnelle prêtent serment ce mercredi 21 octobre au Palais du Peuple. L'annonce a été faite hier par le protocole du président de la République. Dossier Minembwe, le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu, Loi Banji, Loi Singabo, vient de démentir le propos tenu par le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa, au Parlement devant les députés. Marie-Olive Lembe Kabila poursuit son séjour dans la partie est de la RDC. En mission humanitaire, la présidente de l'ASBL Initiative Plus est arrivée dans les territoires de Walongo en compagnie de quelques notables. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Ne nous quittez pas. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.